Davy Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes, qui a des suggestions de lecture pour le temps des fêtes à nous faire. On va aussi parler de l'étude faite par le CPA au sujet de la littératie financière avec Benoît Vachon, qui est lui aussi comptable professionnel agréé du Canada. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec Susan Demers, qui est comédienne et qui est peintre depuis, je pense, un bon bout de temps à temps plein. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Susan, c'est à quel moment vous vous êtes sentie imprégnée par la peinture? Vous vous êtes dit, en fait, c'est ça que je veux faire à temps plein. Imprégnée depuis l'âge de 2 ans, à temps plein, oui, il y a longtemps, à temps plein depuis 26 ans. Depuis 26 ans. Alors, ça fait un beau. Depuis 26 ans, c'est-à-dire que j'avais été comédienne pendant 26 ans justement, et j'ai décidé de continuer dans la peinture, mais en m'imprégnant du théâtre. J'ai fait le mariage entre les deux. Alors, ça c'était vers l'an 2002-2003, et je m'étais donné comme consigne d'aller voir une pièce, de pas reproduire la mise en scène de la pièce, et de continuer le processus créatif avec le comédien, c'est-à-dire de me dire, si il y a un tableau qui doit représenter l'essence de la pièce, lequel ça serait, et là, je faisais une nouvelle mise en scène avec le comédien. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a été dans le monde des arts de la scène. Je pense que tu développes facilement une sensibilité. Oui, c'est possible. La question est bonne. Oui, tout à fait. Et puis, à ce moment-là, le comédien avec qui je fais la nouvelle mise en scène entre en confiance avec moi. Alors, ce qui est, c'est qu'en 2004, il y a eu un livre qui s'appelait Des planches à la palette, où on retrouvait 40 tableaux imprégnés de 40 spectacles. Et puis, c'est Joël Bédos qui avait accompagné de ses poèmes chacun des tableaux. Et le lancement du livre a eu lieu à la Galerie Montcalm en même temps que le vernissage. Alors, l'année d'après, en 2005, dans le cadre de Zone théâtrale, le Centre national des arts m'avait donné comme mandat de me rendre de Moncton à Vancouver, visiter les théâtres professionnels français, hors Québec, et puis de continuer le processus. Wow! Donc là, ce que je comprends, c'est que toutes les pièces on a des images que vous nous avez apportées, c'est vraiment gentil de l'avoir fait parce que c'est des œuvres extraordinaires là. Donc à chaque fois, vous êtes inspiré d'une pièce? Oui. Wow! Donc ça fait beaucoup de pièces que vous avez vues, mais oui, ça fait beaucoup de théâtre, et des fois, je retournais les voir 2 et 3 fois pour m'assurer de comprendre l'essence du spectacle. C'est beaucoup de travail. C'est ça que je me dis, parce que pour moi, quand j'ai vu les images, dans mon entendement, c'est vous visualisez quelque chose, vous le faites, et puis ensuite, après, les gens du théâtre ou bien les auteurs vous contactent pour pouvoir allier les images que vous avez avec les textes. Mais quand c'est vous qui allez voir la pièce et que vous devez comme ressortir une seule image qui représente la pièce, comme vous le dites, là, c'est de l'ouvrage. Et ça vous prend combien de temps? Oui, ça prend combien de temps? Tout le processus, c'est peut-être 1 mois par tableau. Et puis, vous savez, le livre Des planches à la palette, je dois dire, c'est devenu un peu comme un hommage rendu au théâtre franco-ontarien. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Bien, parce que ce ne sont que des pièces franco-ontariennes. C'est pour ça.
Ce sont des pièces franco-ontariennes. Il y a quelque chose que moi, c'est clair que peut-être que on vous a déjà posé la question, mais les pièces, les peintures que vous avez, elles représentent beaucoup, beaucoup des femmes. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ça, c'est par la suite. Ici, on voit des hommes et des femmes, mais par la suite, euh, je me suis dit que j'aime la femme, je comprends la femme, j'en suis une. Et puis, j'aime beaucoup euh, les costumés aussi. Mhm. Alors, disons que costumer la femme, d'après moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, c'est pas juste les costumés qui fait l'image, mais à chaque fois qu'on regarde les images là, des différentes dames, là, elles ont l'air mystérieuses. C'est comme si elles cachaient quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut percer à jour là, avec les peintures que vous avez de ces dames. Est-ce qu'à chaque peinture, il y a un message? Euh, c'est peut-être un message caché. Je me souviens que Joël Beddoes m'avait dit ce qui rend tes tableaux intéressants, Susan, c'est qu'à chaque fois, on se pose la question qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? Hein? Alors, c'est pour ça que quand le spectateur regarde le tableau, il se pose la question qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a un lien émotif à ce moment-là. Et il y a une très belle collaboration pardon, avec l'auteur franco-ontarienne Danielle Vallée. En fait, même, il y a eu, je dirais même deux collaborations, si je peux le dire ainsi. Il y a eu un ouvrage qu'elle a fait, un recueil, Sous la jupe, où elle a utilisé vos images. Et le dernier en date, Les tableaux, les oui, c'est tableaux, ça. Et le dernier en date, complètement. quand on a discuté avec elle même la semaine précédente, c'était Cette nuit dans la vie de Chéri. Et là, j'ai plongé vraiment dans votre univers à toutes les deux parce qu'elle nous expliquait le processus. Elle a vu elle est allée voir votre expo, puis ensuite de ça, elle a tiré des images pour pouvoir écrire tout ce qu'elle a écrit. Puis comme je le disais, là, c'est Oui, vraiment des histoires mystérieuses avec ces dames. oui, oui, tout à fait. Parce que le premier livre, c'était en 2013, je Mhm, en pense. 2013, Ce- oui. C'est ça. Et ce n'était que des femmes à ce moment-là. J'avais pris cette décision-là, des tableaux de 5 pieds de haut. Et puis là, Daniel Vallée avait créé 14 nouvelles. Ouais. Et d'ailleurs, ce livre est devenu finaliste du Au prix Trillium. prix. Mhm. C'est ça. Mais cette année, le nouveau bébé, c'est un roman que Daniel a créé à partir de, pas d'inspiration théâtrale, mais purement de mon imaginaire, où je m'étais dit, euh, je, je, je cache le visage de ma modèle, je la costume, chapeau, tissu et tout ça, et je laisse parler seulement le corps. Alors, ce qui devait ressortir du corps, c'était une émotion. Et Mhm. c'est étonnant pour moi de voir comment Daniel va continuer le processus créatif. Vraiment, moi, je la trouve géniale. Et moi, je la trouve extraordinaire parce que je vois les images, puis je me dis, il faut vraiment de l'imagination et puis pousser vraiment son intérêt plus loin pour pouvoir trouver une histoire à ça parce que toute l'histoire est Oui. raccordée, même avec les images. On a l'impression que vous l'avez fait juste pour elle. Non, non, justement. Et puis, justement, ce qui arrive, non, c'est elle qui a décidé de le faire. C'est vraiment un honneur pour moi. Ouais. Et puis, ce qui arrive normalement, un auteur va écrire son histoire, puis ensuite aller chercher un illustrateur. Mais dans ce cas ici, c'est l'inverse. Moi, je pourrais dire que c'est Daniel qui illustre avec ses mots mes tableaux. Exactement, exactement, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres séries qui s'en viennent avec vous? Ça sera ma dernière question. Oui, je suis en train de créer une série qui s'appelle Faune féminine, alors encore seulement des femmes, où j'essaie de simplifier, oui. J'essaie de simplifier les choses, d'être plus fantaisiste et je m'inspire de différentes lectures. Vous faites un excellent travail, sincèrement. Je vous souhaite bon succès pour la suite. Bien, merci Claude et joyeuses À fêtes. vous aussi. Merci.
Alors, pour vous autres à la maison, les tableaux de Susan Desmas sont vraiment très, très beaux. Moi, je vous inviterai à aller visiter son site web juste pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Et ce site web-là, il est au www.susandemers.ca. C'est là que vous pouvez avoir toutes les informations sur elle et pourquoi pas la contacter pour discuter avec elle. Là, maintenant, on va s'intéresser à une étude qui a été faite par les comptables professionnels agréés du Canada sur la littératie financière. Et pour en parler, j'ai avec moi M. Benoît Vachon. Et moi, je ne suis pas bonne en finance, M. Vachon, sincèrement dit. Et j'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous faites cette étude-là? Bonjour Claude, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est certain que la littératie financière, étant donné que je suis comptable professionnel agréé, ça me parle beaucoup et que je travaille dans le milieu bancaire également. Par contre, l'éducation financière, ça vient quand on approfondit nos connaissances par rapport à ça, ça peut amener beaucoup d'avantages, autant sur le plan physique, c'est-à-dire de pouvoir profiter de biens matériels, que sur le plan aussi mental, donc de se décharger d'une partie de stress financier qui pourrait arriver. Fait que pour nous, à CPA Canada, c'est super important, l'éducation financière. Puis on veut continuer sur la lancée là, dans les dernières années là, d'améliorer ce niveau de connaissance-là. Fait que c'est un petit peu aligné avec ça que le programme de littératie financière de CPA Canada a fait ce sondage-là cette année. Donc, en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que, oui, vous apprenez sur qu'est-ce que les gens savent par rapport à leur éducation financière, mais en même temps, vous vous outillez pour pouvoir mieux les desservir, si je comprends bien. Tout à fait. Puis, ultimement, actuellement, là, c'est près, je crois, de 50% des Canadiens et Canadiennes qui ont un conseiller financier ou un comptable professionnel agréé qui les accompagne en matière de gestion des finances personnelles. Fait que c'est encore un Canadien sur deux qui est un petit peu seul à naviguer dans ces eaux-là. Là. Fait que on trouve qu'il y a encore de la place à faire. Puis c'est pas pour se trouver un emploi que l'autre, c'est vraiment plus pour s'assurer que tout le monde est bien outillé là, pour faire face aux imprévus puis aux défis de la vie également. Alors, c'est qui participe à cette étude-là? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde que vous avez essayé de contacter? Comment vous avez procédé? En fait, c'est vraiment un échantillon aléatoire là, de environ 2000 Canadiens et Canadiennes de 18 ans et plus, donc répartis un petit peu à travers les différentes provinces, là, donc que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec, que ce soit un petit peu partout au Canada. Fait que ça se veut vraiment aléatoire, puis pour les personnes qui sont dites actives, c'est ça, sur le marché du travail. Je suis très contente que vous ayez accepté de partager les résultats de cette étude-là avec nous autres parce que, oui, de qu'est-ce que moi je peux lire, je suis pas bonne en finance, mais de qu'est-ce que je lis, j'ai l'impression qu'on est quand même... Les Canadiens sont vraiment au beau niveau, en fait, par rapport à l'éducation financière. En fait, c'est sûr que moi, je suis un éternel optimiste, Claude, fait que j'aimerais ça que ça le soit encore plus. Okay. Mais c'est certain que je pense que c'est quand même... on voit quand même une certaine progression par rapport aux Canadiens et Canadiennes. Là. Il y a un Canadien sur deux, justement, qui ont modifié leur stratégie d'épargne, que ce soit en vue de la retraite, que ce soit en vue de l'achat d'une maison. Dans les 5 dernières années. Donc, c'est du positif là, de pouvoir s'adapter ces stratégies d'épargne. Là. Fait que je pense qu'on est dans la bonne voie, tout à fait. Exactement, parce que même si je continue dans ce volet d'épargne des particuliers, là, oui, on voit qu'il y a 49% des répondants qui ont modifié leur stratégie d'épargne. Et puis, comme vous l'avez mentionné en début d'entrevue, il y a maintenant beaucoup plus de personnes qui vont voir les conseillers financiers. Au moins, ça aide à savoir comment on peut épargner et puis quelles sont les bonnes actions à poser. Tout à fait. Puis, c'est près de 60% des répondants au sondage là, qui ont mis de l'argent de côté cette année pour la retraite. Fait que c'est fort encourageant, mais on souhaiterait que ce soit un 100% ou près du 100%. Là. Puis on comprend que c'est en fonction du revenu disponible pour chaque ménage, mais on trouve ça encourageant, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire, c'est certain.
Je pense qu'avec vous, comme soutien, on va y arriver bientôt. Le deuxième volet des résultats, ça porte sur la planification de l'avenir. Et moi, j'ai souligné un point que je trouve intéressant qu'on devrait discuter, c'est que 32% des répondants prévoient travailler après 65 ans au moins à temps partiel. C'est quand même, moi je me dis à 65 ans, on devrait penser plutôt à se reposer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est un excellent point. C'est cette partie de ce 30 %-là qui prévoit travailler à la retraite, après la retraite, en fait. Il y en a 43 % qui le feront par obligation. Donc, c'est à cause d'un manque de moyens qu'ils vont devoir continuer à travailler. Fait que ça reste qu'il y a peut-être environ presque 60 % qui vont le faire probablement par pur plaisir. Donc, on peut penser là, que les gens ne veulent pas du jour au lendemain tomber à temps plein à la retraite. Donc, c'est peut-être des gens qui veulent continuer de se garder éveillés au travail, mais il y a quand même le 43 % qui vont le faire à cause, justement, qu'il y a un manque de moyens. Donc, je pense que, Claude, comme vous mentionnez tantôt, la planification, c'est super important. Puis ça, il y a des moyens de se prémunir à l'avance, là, que ce soit par l'accompagnement d'un conseiller financier, un planificateur financier, un comptable, ou justement de se faire un plan par soi-même. Exactement, parce que la planification, comme vous l'avez mentionné, elle est très importante et ça m'emmène au troisième point des résultats qui porte sur les budgets, le budget des dépenses. Puis quand c'est comme ça, là, moi, je me sens tout de suite concernée parce que, oui, on parle de budget tout le temps, on nous fait des leçons dessus, on commence mais on termine jamais. C'est certain que le budget, je crois que ça reste l'élément qu'on rappelle tout le temps aux gens. Puis en plus de mettre en place un budget, c'est quelque chose, et de le respecter par la suite, c'est une autre chose. Mais si je peux dire à ce sujet-là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un Canadien sur deux qui se mettent un budget en place, et que les Canadiens et Canadiennes qui se mettent un budget en place, 86 % réussiront à le respecter. C'est quand même très, très positif. J'ai été très étonné de voir ce pourcentage si haut que ça, parce que je suis un de ceux, Claude, probablement comme toi, qui se mettent peut-être un budget et qui ne le respectent pas toujours. Fait que j'ai été très étonné positivement de voir ça. Puis, dans le fond, je pense qu'il y a encore du travail à faire, probablement par rapport aux 50 % des Canadiens et des Canadiennes là, qui ne font pas de budget sur une base annuelle. Et si je veux rester sur cette thématique du budget, là, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'il faut faire comme expressement là, pour que tout le monde puisse embarquer dans cette manière de faire, parce que c'est gagnant-gagnant pour tous? Tout à fait. Puis, je me permets un petit conseil ici là, aux gens, là, c'est vraiment de faire de l'épargne systématique, là, donc sur une base continue, là, de pouvoir épargner, là, c'est d'enlever des petites sommes sur son relevé de paye à chaque semaine, puis de ne pas le voir, ces montants-là, là, ça fait en sorte que on peut accumuler de bonnes épargnes. Et cet argent-là, s'il est bien placé en fonction de l'appétit et la tolérance au risque des Canadiens et des Canadiennes qui investissent, ça va faire en sorte que ça va porter fruit. Donc, l'argent va venir à travailler pour vous. C'est le gagnant-gagnant, comme vous dites. Donc, en général, on se rend compte que dans les résultats, on a de bonnes données, mais il faudrait qu'on parle aussi de l'incidence que la pandémie a eue sur les finances de beaucoup, beaucoup de familles. Tout à fait. Puis ça, c'est un point important. Je l'ai mentionné, Claude, au début de l'entrevue, quand on parlait là, que ça pouvait amener du stress financier. En fait, à l'approche des fêtes, généralement, là, il y a 40-45 % des Canadiens et Canadiennes qui sont un peu plus stressés par rapport à l'approche des fêtes en vue des dépenses à venir, que ce soit pour l'achat de cadeaux, le déplacement, etc. La réception, par exemple, là, ça sera peut-être pas un problème cette année, là, la réception justement. Mais
quand même, puis ça, juste dire aussi que les données évoluent dans le temps. Donc, le sondage a été fait un peu plus tôt, il y a quelques semaines à l'automne. Donc, peut-être que ce stress-là va diminuer justement qu'on est confiné, en guillemets. Mais il y a quand même 33%, donc un Canadien sur 3 qui a un stress de plus à l'approche des fêtes avec la pandémie. Donc, en raison de justement des finances personnelles. Fait que ça se peut se traduire, Claude, tout simplement parce qu'il y a environ 30% aussi des gens qui ont perdu des revenus cette année, là, suite à la pandémie. Bien, en tout cas, je sais que sur votre site web, là, les gens pourront avoir des informations qui pourront les aider. Merci d'avoir partagé ces résultats-là avec nous, M. Vachon. Bonne journée et bon temps des fêtes à vous. Merci, joyeuses fêtes à tous. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, je vous inviterai à visiter le site web de CPA au www.cpacanada.ca/FR pour avoir la version en français. Maintenant, on va discuter avec Lisanne Riault-Leblanc des éditions Interlignes qui a des suggestions de lecture pour nous pour le temps des fêtes. Et je suis toujours toute impatiente que tu nous parles de vos œuvres littéraires là-bas. Allô, Claude. Allô. On va commencer par la Neva, je pense. Oui, tout à fait. C'est ça, j'avais envie parce que je trouvais que c'est important quand même en cette année, là, surtout que les petits commerces locaux, on a eu plus de difficultés. Je veux pas. Je pense qu'il faut encourager nos auteurs locaux. Tu sais, nous, on a roulé toute l'année, ça a bien été, on a eu un gros automne, mais sinon, c'est certain que je pense que de faire des cadeaux culturels, puis de faire des cadeaux qui sont de produits des artistes locaux, je trouve que c'est quand même très important en temps de pandémie. Donc, je voulais vous proposer La Neva pour se retrouver, qui est un roman jeunesse pour les 14 ans et plus, qu'on vient juste de publier au mois de novembre. Qui est j'ai essayé de faire une thématique un petit peu voyage parce que je me dis on est un petit peu tanné tout le monde d'être à la maison depuis le mois de mars. Donc, les livres nous font voyager dans l'imaginaire, mais ils peuvent aussi nous faire voyager dans d'autres lieux. Donc, dans La Neva, c'est un livre de Maryse Gass, qui est une jeune auteure d'Ottawa. C'est son premier roman, puis ça parle en fait d'une jeune fille qui s'en va à Saint-Pétersbourg avec deux de ses amis pour un voyage pendant l'été. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, l'auteur est allé en Russie, donc on sent vraiment les décors, le paysage, ça se passe en été, puis en été, il y a beaucoup d'activités à Saint-Pétersbourg. Ils lèvent les ponts-levis au-dessus de la Neva étant le fleuve qui traverse la ville. Donc là, ils vont voir ça la nuit, c'est illuminé, ils vont visiter des palais, l'Ermitage, donc un riche héritage historique qui est présenté dans ce roman-là. Puis en même temps, c'est très bon. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'une fille aussi qui aimerait revoir son père qu'elle n'a pas vu depuis, qui a abandonné sa famille quand elle était jeune. Donc c'est vraiment un roman d'apprentissage très très sensible, très très beau. Et donc si vous avez un ado, une ado et vous cherchez un cadeau, ce roman-là est vraiment idéal. La Neva pour se retrouver de Maryse Gass. J'aime bien la couverture, là. C'est elle qui a proposé le dessin? Non, c'est une illustratrice de Gatineau, en fait, qui s'appelle France Cormier, qui a fait toutes nos couvertures récentes. Là, on a un peu relooké la collection, puis c'est elle qui s'est chargée des illustrations qui sont toujours vraiment magnifiques. On n'a que des bons commentaires. Donc... Alors, j'en suis une qui fait un bon commentaire. Le deuxième, je vais dire les deuxièmes ouvrages, parce que c'est toute une série, là, qui a plusieurs ouvrages. Là, c'est Dévoré. Je pense que tu nous avais déjà parlé de ça il y a quelques mois. Oui, ça se peut. C'est qu'on a fait paraître la suite de Dévoré qui s'appelle Métamorphose, qui est sortie en novembre. C'est de Charles-Étienne Ferland. Et puis ça, c'est voyage, mais je dirais voyage plus dans un monde très sombre, très science-fiction. En fait, Charles-Étienne Ferland, qui étudie en entomologie, donc qui étudie les insectes. Fait que sa série se passe dans un monde dystopique où l'humanité serait envahie par une horde de guêpes géantes. Donc, on imagine la situation. Je me rappelle, on avait parlé de ça. Ouais. C'est un
sujet vraiment original, tu sais. Je pense que ça a beaucoup attiré les gens à cause de ça. Et puis là, donc, ils nous avaient offert Dévorer en 2018, qui était le premier tome. Et là, on sort Métamorphose, qui est la suite. Puis ce qui est bien, c'est que dans celui-là, oui, c'est une suite, mais c'est pas une suite au sens classique du mot. T'sais, on va pas reprendre directement ce qui s'est passé à la fin de Dévorer. Et puis, repartir de là, non, on a un autre, c'est comme un autre point de vue. On retrouve un personnage, Frank, qui avait disparu dans le premier tome, à peu près à la moitié du premier tome. On le retrouve. On trouve aussi une créature assoiffée de sang qui est sur la route. Donc, il n'y a pas juste les guêpes qui menacent les humains, il y a aussi cette créature-là qu'on va identifier plus tard. Je ne vous donnerai pas de punch. Mais c'est super bien raconté, c'est dynamique. C'est vraiment un tempo là, extrêmement rapide. Ça se dévore littéralement. Puis justement, mais je voulais inviter les gens, si vous n'avez pas lu, Métamorphose se lit complètement indépendamment, si vous n'avez pas lu le premier. Mais je vous invite quand même à lire le premier tome parce qu'il est excellent. Puis en fait, cette année, on a fait une version audio de ce premier tome. Donc, on peut écouter un extrait de cette version audio. Les éditions L'Interligne présentent Dévorer, un roman de Charles-Étienne Ferland. Première partie, chapitre 1er. Pas encore la fin. Je pense que les livres audio, ça commence à bien fonctionner, Lisanne. Vraiment, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Puis nous, cette année, tu vois, on en a fait 4, dont un jeunesse, 2 en poésie, puis celui-là, Dévoré, puis ça fonctionne bien. On n'a que de bons commentaires. On est vraiment, vraiment très contents. Puis c'est sûr que pour celui-là, on a une version autant physique, là, le CD, qu'une version numérique. Donc, si vous êtes plus, si vous préférez ne pas avoir le CD, vous écoutez plus de CD, vous pouvez juste acheter la version numérique, par exemple, sur les libraires, sur plein de plateformes, en fait, là, Apple Books, Google Books, tout ça. Donc, c'est vraiment bon. Ça, oui. Ça s'écoute très, très bien, honnêtement. Puis, je sais pas, là, c'est sûr que c'est un extrait, c'était vraiment juste le début, là. Mais ce que tu as mis à la bouche. Oui, c'est ça. Mais ça garde le suspense. Vous allez avoir envie d'écouter le reste. Je voulais souligner la voix du lecteur Yvon Leblanc, qui est vraiment très riche, très grave, qui donne une bonne, qui met bien en scène là, l'action un peu sombre, un peu inquiétante de ce roman-là. Puis aussi le fait que la musique qu'on a entendue au piano, ben c'est l'auteur, c'est Charles-Étienne Ferland qui a fait la musique. Donc c'est un gars aux multiples talents. C'est ça que j'allais dire. Oui, il a même pas 30 ans, je pense, là, donc il a déjà écrit 2 romans, il fait de la musique, il travaille avec les insectes, dans le milieu des insectes, donc vraiment, c'est à découvrir, ça s'écoute vraiment bien, c'est 6 heures d'écoute, donc ça aussi, ça peut faire un excellent cadeau, vous pouvez toujours donner les 2 ensemble aussi, je dirais que ça peut être pour les ados aussi, puis sinon, ben, les adultes, il va nous rester juste 30 secondes, mais je sais que tu vas nous parler aussi de Tango. On va voir la couverture vite fait. Et puis, je pense que tout ça, là, c'est disponible sur le site web Interligne. Hein. Il faut juste aller et puis faire la commande. Je pense que ça se fait bien. En fait, vous pouvez voir notre catalogue, mais vous ne pouvez pas commander nos livres sur Interligne. Il faut vraiment aller sur les libraires, sur Renaud-Bré, sur Archambault. Peu importe. Il faut aller en librairie parce que, oui, c'est ça, on ne fait plus de vente en ligne maintenant. On axe sur les libraires. Puis c'est ça que j'avais une autre suggestion qui était Tango, qui fait voyager de cours d'histoire en peu de pages. Donc, c'est à aller aussi de Daniel Castillo-Durango. Merci, Lisanne. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, toi aussi. J'espère. Alors, pour vous autres à la maison, ça sera au www.interligne.ca pour voir quels sont les ouvrages qu'ils ont à vous proposer et vous allez aussi savoir comment pouvoir les commander. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain en studio à partir de 11h et on va parler avec Mireille Messier qui va nous parler de son roman intitulé Trésor. On va aussi s'entretenir avec le duo d'auteurs, compositeurs, interprètes Geneviève et Alain qui vont nous faire découvrir leur tout nouvel album. On se voit demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales du poète, écrivain et rappeur créoliste Bailey Gloire. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission, on va accueillir les élèves de... l'École de l'Est! Pour un spécial de Noël. Viens que je te raconte. Dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.